Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez le podcast Dans le franc des yeux. Ici, on poursuit les extras de la saison 2 du podcast que j'ai intitulé Le Québec en quarantaine. Et quand je dis les extras, c'est qu'on a eu 11 épisodes avec 3 invités de base, si on veut. Et à la fin de cette série chronologique qui a commencé avec l'épisode 0, on se dirige maintenant avec des invités externes qu'on apporte pour essayer d'avoir peut-être un angle différent et parler de trucs que je n'ai pas traités dans le fond, dans l'essentiel de la série, pour toujours essayer dans l'optique d'avoir des œillères un peu plus grandes, d'élargir nos horizons, puis d'avoir des données qui peuvent-tu être conflictuelles avec ce que j'ai déjà présenté, peut-être essayer de résoudre ça, essayer d'analyser ou juste d'apporter des nouveautés, puis d'avoir un esprit, une vision plus large en fait sur la tête qu'on peut se faire sur l'histoire nationale du Québec. Aujourd'hui, on est avec Marco Vingendaire. Marco, bienvenue à Franc-Maçon, mon cher. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on se parle dans le franc des yeux? Tout à fait. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, je vais faire une mini mise en contexte rapidement, mais juste avant, en fait, je vais directement sauter en fait dans le livre. Toi, tu as écrit un livre qui s'intitule Le Nouveau Monde oublié, la naissance métissée des premiers Canadiens. Donc, tu as écrit ça avec tes yeux d'historien et d'auteur. Ça a été paru aux éditions Le Métis en 2021. Donc, pour les gens qui n'étaient pas au courant, évidemment, les liens vont être dans les commentaires. On peut avoir accès à ta table des matières gratuites et quelques extraits sur ta page Facebook et ton site web. Donc, je vais inviter les gens après ça à aller s'informer. Et je dois dire, honnêtement, premièrement, félicitations, Marco, pour ton ouvrage. Je te lève mon chapeau. C'est pas facile d'écrire un livre comme ça. Donc, il y a de quoi être fier vraiment. Je ne l'ai pas lu, fait que je vais être honnête aussi avec toi et avec tout le monde. Donc, je n'ai pas lu ton livre, mais te suivant, si on veut, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas depuis quand exactement, j'ai l'impression que 2019, peut-être 2020, que j'ai vu ton nom passer, à Mané, devenu ami Facebook, probablement que je t'ai lancé une demande, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Et j'ai lu à Mané tes blogs, tes posts et tout ça, puis là, j'ai vu l'apparition de ton livre, puis je lisais les extraits que tu mettais en ligne au fil des mois, des années. Puis je trouvais ça vraiment trippant. Fait que moi, en même temps, dans ma propre évolution personnelle de multiples intérêts que j'ai développés, l'aspect historique a pris plus de place depuis, mettons, justement, 2018-2019 et tout ça, c'est quelque chose que je m'intéressais, mais moi, j'étais plus américano-centriste, si on veut, avant l'aspect qu'on discute dans ma saison 2 ici, de la Révolution américaine, de la Constitution américaine, en fait, la Déclaration d'indépendance et l'Empire américain, tout ça avec les pères fondateurs, m'avait fasciné pour plusieurs raisons. euh, qu'on pourra peut-être élaborer d'ailleurs un peu plus tard. Mais l'histoire du Québec, je n'avais pas tant étudié ça à fond. Alors, en même temps que tu es arrivé, ben, je me suis intéressé à ça, puis ça m'a permis même à moi de travailler mes idées. Fait que merci beaucoup pour ta présence. Et évidemment, ben, tu sais, pour les gens qui suivent un peu ma chaîne, moi, je m'intéresse à tout ce qui est, disons, physique, métaphysique, et j'essaie de voir un peu l'aventure humaine, si on veut, quelle structure ça va prendre dans le futur, et précisément ici au Québec, comment est-ce qu'on peut euh, mieux comprendre d'où on vient, tu sais, pour essayer d'aller vers un meilleur endroit qu'où est-ce qu'on est présentement. Pour les gens qui ne savent peut-être pas aussi, moi, je t'ai vu parler d'histoire, puis après ça, t'associer avec le média Libre Média, de près ou de loin, je ne connais pas exactement les rouages internes de ça. Un média alternatif qui a vu naissance il y a une couple d'années autour de cercles avec Jérôme Blanchet-Gravel et Héloïse Bois, au départ, que les deux personnes que j'avais reçues à mes podcasts en 2020, je crois les deux, Jérôme Blanchet-Gravel, même avant ça. Donc, c'est deux personnes que j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, je trouvais qu'il y avait une belle équipe autour de ça aussi. Fait que pour moi, même le fait que toi, tu te sois associé avec eux, ça l'a ajouté à la crédibilité, tu sais, de ta personne. Ça m'a encore plus intéressé à ce que tu faisais. Fait que c'est super cool. Et puis, donc, ça fait longtemps, en fait, que j'avais le désir de discuter avec toi. Fait que je veux te dire encore une fois, merci beaucoup d'accepter l'invitation. Ça fait super plaisir. Je veux préciser pour les gens qui iraient voir les liens dans les commentaires et qui cliqueraient sur ton site web. Donc, j'ai dit que la table des matières de ton livre était en ligne.
Et la Terre des matières est assez large, si on veut, assez détaillée. Il y a beaucoup de stock dans ça. Donc, c'est évident qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de couvrir l'ensemble de ton livre, de tes idées et tout ça, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec le temps qu'on a, peut-être un 75 minutes, quelque chose comme ça, pour aller dans ce qui, toi, t'a passionné, les trucs sur lesquels tu as accès. Je veux qu'on parle de chronologie ensemble, Marco. Au début, la première partie, je veux qu'on parle un peu des événements, des trucs que moi, je connais moins qui date d'avant la série Le Québec en quarantaine que j'ai faite. Fait qu'on va travailler là-dessus. Puis après ça, on va peut-être essayer de voir, y a-t-il des liens entre ce que j'ai présenté, ce que toi, tu as travaillé? Y a-t-il des questions qui te restent que tu aimerais élaborer plus et des questions que moi j'ai pour toi pour voir un peu, on est-tu capable de tisser des liens entre ces affaires-là ou pas? Et aussi, au travers de tout ça, il y aura un sous, euh, pas un sous-verre, mais disons un sous, quelque chose qui va tendre en fait en dessous de ça, autour de peut-être de la mythologie autochtone et puis des trucs comme ça que je trouve super intéressant. Fait que c'est un genre de petit plan qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que ça te convient, Marco. Parfait. Super, man. Fait que, on va y aller. Avant de débuter, bien sûr, pour aller dans ces sujets-là, on va jaser un peu de toi rapidement. Moi, je voudrais que tu me fasses un résumé de tes idées qui t'ont mené, en fait, à écrire ton livre. Puis peut-être axer, y a-t-il un moment particulier où est-ce que tu es passé de historien, personnel, recherchiste, si on veut, sur l'histoire et tout ça, où est-ce que tu t'es dit, OK, là, je saute, je dois écrire un livre. Comment ça s'est passé en fait pour toi, cette espèce d'évolution-là là, personnelle sur l'histoire? C'est une excellente question. Je te dirais, c'est vraiment un long cheminement. Tu parlais d'histoire des États-Unis. J'ai toujours eu un intérêt pour l'histoire là, dès l'enfance. Ça a toujours été quelque chose pour moi qui m'a fasciné. Et mettons, à l'université, j'ai fait un bac en sciences politiques et en histoire à l'université McGill. Et je me suis spécialisé à l'époque dans l'histoire américaine, justement. C'était vraiment, moi, je suis né en Californie d'ailleurs, fait que mettons, un lien avec le pays américain qui vient de loin. Et je suis fasciné. Je trouve que l'histoire américaine, c'est une histoire qui vaut vraiment la peine d'être connue. C'est quand même une puissance mondiale qui a changé l'histoire mondiale. Donc, il y a vraiment, je pense, des choses très, très importantes à savoir. L'histoire a toujours été là, mais disons, un peu comme tout le monde à la petite école, quand on a eu nos cours d'histoire sur notre propre récit, disons, c'est assez drabe. Moi, j'ai le souvenir d'avoir été assez éteint durant mes années au secondaire. T'apprends des dates par cœur, des noms propres. Il y a pas de chair autour de l'os. Difficile de comme cerner un vrai récit à travers ça. Donc, j'étais assez éteint, je dirais, par rapport à mon histoire nationale et cet intérêt pour l'histoire a été, disons, dirigé vers d'autres sujets, dont l'histoire américaine. De mon côté, c'est vraiment en 2016, en fait, que l'élément déclencheur s'est fait sentir. C'est le documentaire L'Empreinte d'Yvan Dubuc et Carole Poliquin Ouais, ouais. qui ont produit ça. Un documentaire qui vient présenter un peu justement l'empreinte autochtone sur la culture québécoise. Et quand j'ai vu ce documentaire-là, pour moi, ça a été vraiment une sorte de révélation. Euh, pour une raison assez simple, puis en même temps très, disons, très quasiment mystérieuse, c'est que au secondaire, tu sais, de toutes les informations qu'on nous a enseignées, il y a une donnée que j'avais retenue, c'était que j'avais posé la question à mon professeur, je comprenais pas pourquoi mettons, la Nouvelle-France, ça occupait le trois quarts du continent nord-américain et qu'on était à peu près, on disait, en 60-70 000 colons canadiens sur toute cette superficie-là. On parle de l'Acadie jusqu'à la baie du Son, jusqu'à pratiquement les Grandes Plaines, presque les Rocheuses, et quand on descend au sud des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique, c'est le trois quarts du continent, tandis que les Américains, plutôt les Anglais, disons, les colons anglo-américains occupaient le littoral atlantique à l'est des Appalaches. Ils étaient 1,5 million sur une bande très étroite de terre. Donc, comment c'est possible? 70 000 versus 1,5 million, il y a un déséquilibre des forces. Et le prof m'avait dit à l'époque, ben, on avait une bonne entente avec les Premières Nations.
Donc ça, c'est toujours resté dans ma tête. C'est resté en veilleuse durant des décennies. Et quand j'ai vu le documentaire L'Empreinte, quand j'ai entendu Denis Delage parler, au début du documentaire, parler de la Grande Tabagie de Tadoussac en 1603, qui est le début de la Grande Alliance franco-autochtone, ben, à ce moment-là, j'ai comme compris que derrière cette compréhension de l'histoire, cette bonne entente qui existait entre les colons français qui vont devenir des Canadiens et les Premières Nations, ben, il y a un récit tu sais, qui est là. Et ce récit-là, on me l'a jamais raconté. Et quand j'ai compris que j'ai eu disons, les confirmations avec Serge Bouchard aussi, il y a une histoire à raconter, ben, je suis parti à la recherche de cette histoire-là. Ça, c'était en 2016 et en 2018, après avoir tu sais, fait des recherches à gauche et à droite, glané des articles, des blogs, des éléments d'information. J'ai décidé d'écrire un texte qui était un texte assez long, mais quand même une sorte de synthèse assez succincte quand on parle de faire de parler d'histoire nationale. Et j'ai publié ça avec, à l'époque, là, 7 jours sur Terre, là, Benjamin Tremblay. Puis le texte a vraiment, disons, eu une bonne résonance auprès des lecteurs. Il y avait au-delà même donc, du nombre de gens qui l'ont lu, c'est vraiment aussi l'accueil ressenti que les gens, j'ai eu beaucoup d'émotions qui m'ont été communiquées, comme ça touchait une corde sensible. Beaucoup de gens étaient émus. Et disons, moi, je voyais là, qu'il y a quelque chose qui était là à déterrer, à mettre en valeur, à raconter. Et vraiment, là, les mois qui ont suivi, j'ai publié ça à l'été 2018. Et dans l'année qui va suivre, tu sais, je vais jouer un peu avec ça. Tu sais, j'ai donné une petite conférence dans un événement sur le sujet avec très peu d'informations que je possédais comparativement, maintenant à ce que je détiens aujourd'hui. Et c'est au printemps 2019 que j'ai décidé, bon, ben, je pense que il y a vraiment là, une recherche musclée qui est nécessaire pour pouvoir aller au bout de la démarche. Et de cette recherche-là, je me suis dit, en fait, je vais prendre un an de ma vie. Je vais carrément tout tasser mes obligations. Je vais donc carrément vivre sur mon fonds de pension pendant cette année-là. Et je vais me consacrer, me dédier complètement à aller lire tout ce que je peux lire sur l'histoire de la Nouvelle-France, avec cette paire ou cet angle-là qui est celui de la place des Premières Nations dans notre histoire et la rencontre de ce point de rencontre, disons, avec les colons français qui vont devenir canadiens et de ces recherches-là, de ce voyage, parce que c'est carrément un voyage dans le temps que tu fais, là, quand tu passes, disons, c'était 12 heures par jour au minimum, pratiquement 7 jours sur 7. Là. J'étais Nice, vraiment quasiment dans une mission dévouement. Et ben, c'est ça, disons, de ce voyage-là, je me suis dit, je vais ramener un livre. J'avais déjà des bonnes compétences. J'ai travaillé 15 ans en communication, en relations publiques. Je travaillais avec la haute direction du mouvement des jardins. Donc, j'avais vraiment disons, des bonnes bases, disons, pour jouer avec le contenu et donc, j'avais les outils aussi pour pouvoir synthétiser ça et en faire une sorte de récit que je pourrais raconter de mon côté. Et donc, le moyen pour raconter ça, c'est évidemment un livre. Donc, j'ai parcouru durant cette année-là plus de 200 ouvrages. De tous les fait, des dizaines et des dizaines d'historiens, les plus reconnus, les plus chevronnés. On parle de David Hackett Fisher, évidemment Denis Delage, W.J. Eccles, vraiment multi-ethnique également. Là, c'est pas juste des Québécois, des Américains, des Anglo-Canadiens, des Français aussi. je t'arrête une seconde, Marco, ça va couper. Fait on va fermer, mais continue sur ta lancée aussitôt qu'on va revenir. Good, ouais, vas-y, continue. Fait que là, tu me parlais des auteurs des 200 livres que tu as consultés pendant ton ermitage, si on veut. C'est ça, exact. Donc, ben, c'est ça, c'est des historiens vraiment provenant de plusieurs origines. Gilles Lavard, également un Français, on lui doit une fière chandelle pour l'ensemble de son œuvre. Et donc, c'est vraiment une sorte de synthèse que j'ai fait de ce voyage. Donc, j'ai ramené comme un peu comme des morceaux de puzzle que j'ai mis en place pour raconter le récit de la Nouvelle-France du début à la fin,
et de manière chronologique, de manière vraiment, disons, racontée, là. Mon objectif pour moi, c'était le terme storytelling. C'est Jacques Lacourcière qui disait ça. L'histoire, ça ne s'enseigne pas, ça se raconte. Donc, note aux enseignants là, pour les générations plus jeunes, c'est comme ça que l'histoire se perpétue, c'est comme ça que les traditions orales se perpétuent, c'est à travers des histoires. Donc, on raconte des histoires. Fait que pour moi, c'était l'approche que je souhaitais prendre pour pouvoir vraiment faire connaître au grand public ce récit national qui est le nôtre, mais qui ne nous a pas été raconté intégralement parce que, mettons, je ne veux pas aller trop de l'avant là, sur ce sujet-là. On pourra en parler plus tard, mais disons, le récit que nous, on a reçu, notre génération et celles qui ont précédé, c'est un récit qui était très franco-français, qui ne laissait aucune place pratiquement aux Premières Nations. Donc, l'autochtonie de notre histoire nationale a été occultée pendant très longtemps. Et bon, moi, la paire ou l'angle que j'avais pour pouvoir raconter ça, c'était justement donc la place des Premières Nations et la rencontre entre ces nations-là et les colons français. Et donc, de tout ce travail-là, ben, c'est ça, j'ai accouché de ce livre, Le Nouveau Monde oublié, la naissance métissée des premiers Canadiens. J'ai un exemplaire ici, là. On peut voir ici que c'est quand même une grosse brique. C'est 8,5 par 11, 500, près de 540 pages. Donc, T'as écrit ça en Arial 72, j'imagine, là? 3-4 mots par ben, non, ben, j'ai pris quand même des caractères. L'idée, c'est ça, c'est l'outil, il faut qu'il soit le plus fluide possible à lire, là. Donc, ça a été le choix que j'ai fait. Donc, c'est ça. Ça a été, puis j'ai eu le privilège aussi, vraiment, ça, pour moi, ça a été disons, une magnifique fleur, c'est que le Denis Delage, qui est dans le documentaire L'Empreinte, qui est un de nos plus grands historiens, auteur du livre Le Pays renversé, là, c'est un de nos historiens les plus connus sur la scène internationale, a accepté donc de faire de rédiger la préface de mon livre. Il a révisé mon livre également. Il m'a appuyé, disons, là, pour amener le livre à terme. Donc, ça a été pour moi une belle victoire, ou disons, un bel appui qui m'a donné beaucoup d'énergie pour poursuivre dans cette veine. C'est clair, mais c'est vraiment cool, sérieusement. Merci beaucoup d'avoir détaillé ça parce que, tu sais, évidemment, l'expérience d'écrire un livre puis d'aller là-dedans, c'est une aventure en soi, comme tu l'as dit. Puis c'est bon, évidemment, là, on ne veut pas offenser les woke et tout ça, et les féministes, l'accouchement, la métaphore de l'accouchement, mais c'est quand même ça, tu sais, c'est ton bébé, c'est ton truc que tu as encensé, que tu as fait croître et puis auquel tu donnes naissance au monde, là, tu sais. C'est quand même une belle image. T'as-tu eu besoin d'un épidural ou t'as fait ça naturel à la dure, Marco? Alors, naturel, je voulais tout sentir. Naturel, ça t'a pris, je sais pas, fait que de l'âge, ce serait ton homme sage, en fait, s'il t'a fait faire Ouais, c'est ça, exactement. t'accompagner Femme là-dedans. sage, mais oui. Écoute, en va sauter directement dans les trucs que tu parlais, mais je veux faire une parenthèse parce que premièrement, le documentaire L'Empreinte, c'était vraiment excellent. Tu sais, tu m'avais glissé un mot là-dessus juste avant qu'on commence à enregistrer. Puis pendant que tu en as reparlé, je me souvenais en fait que là, tu as dit 2016, j'étais comme OK, ouais, c'est vrai. Puis là, je pensais à ma situation, puis je me souviens vraiment d'avoir gratté de l'argent dans mon compte pour envoyer ça sur ma carte de crédit pour libérer un peu d'argent. Parce que je pense qu'il était alloué 5 piastres ou je me souviens plus trop quoi. Ouais, Puis là, je me ouais. souviens d'avoir libéré juste l'argent que j'avais pour pouvoir voir ça, genre, dans les semaines qui venaient de sortir. Tu sais, je voulais vraiment le voir. Puis en effet, c'était Hmm. vraiment excellent. Puis moi aussi, c'est à partir de ce moment-là, comme je disais au début, que j'ai fait, OK, tu sais, il faut vraiment que je ramène ça dans mes recherches parce qu'étant donné que j'étais intéressé beaucoup par la science, moi, l'aspect mythologique, dans ce temps-là, là, tu sais, il faut se rappeler aussi, c'était avant le complotisme, avant tous les radicaux d'extrême droite en termes de discours médiatique, mais tu avais l'aspect beaucoup pas convergence culturelle, mais appropriation culturelle. On était dans ces années-là, là. Beaucoup, c'était avant le wokisme, mais c'était le politique de l'identité, la gauche radicale et tout ça, ça commençait. Puis, il y avait, mon Dieu, pourquoi je voulais dire ça? Parce qu'il y avait c'est ça, l'aspect, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait l'aspect dans les médias, il y avait des articles, puis il me semble que c'était exactement dans ce temps-là sur la science autochtone. Puis là, c'était démoli par beaucoup de chroniqueurs puis de gens
scientifiques qui disaient que ça n'existe pas une science autochtone, tout ça. Hmm. Puis il y avait des critiques par rapport à ça. Fait que il y avait tout un espèce de foisonnement en lien avec l'aspect culturel à ce moment-là qui était super intéressant. Et moi aussi, cette période-là m'a amené à m'intéresser plus à l'histoire, mais tu sais, pas à ton niveau du tout, mais à un autre niveau connexe qu'on va regarder comment ça peut se compléter. Je veux te demander, par exemple, là, tu as dit que tu es né en Californie. Parle-moi juste rapidement de ta partie à toi personnelle que tu as amenée dans ce livre-là, parce que c'est quoi en fait ta racine à toi officiellement, si on veut, ethnique, et y a-t-il un lien de près ou de loin avec les Premières Nations, et pourquoi tu es né en Californie, puis tu restes ici, puis quand est-ce que tu es revenu, tu sais, et tout ça? Hmm. Ben, en fait, c'est un peu une sorte d'hasard existentiel là, que je suis allé en Californie. Mon père était pasteur et Il était quoi, excuse? pasteur Le pasteur, OK. protestant. OK. Ouais. Un métier, une occupation quand même peu commune au Québec. Et donc, dans ses jeunes années, il a fait une maîtrise en théologie dans un séminaire à Fresno, en Californie. Et donc, durant ces 3 ou 4 années-là, ben, j'ai été conçu et je suis né. J'ai habité en fait, 3 ans en Californie avant de revenir, d'être rapatrié au Québec avec la famille. Mes parents sont tous deux québécois. Mon nom de famille peut porter à confusion. C'est un Ouais. nom d'origine alsacienne. Mais je dirais, c'est ça, les autres patronymes de mes aïeux, disons, Gosselin Goulet, OK. Lheureux, c'est des patronymes qui remontent là, mettons, aux premières décennies de la colonie de la Nouvelle-France, 1640, 1650. Donc, je n'ai pas fait ma généalogie dans le détail. Donc, ça, c'est certainement quelque chose qui pourrait être fait éventuellement. Mais ce que je peux dire, puis à la lumière de mes travaux, à la lumière des travaux de ces historiens qui ont vraiment, disons, déterré notre histoire, ben, c'est que quand on a des ancêtres, disons, qui remontent à cette époque-là, on peut être certain que, à tout le moins, que donc il y a un métissage culturel très intime, très profond, dans lequel ont évolué ces gens-là. Parce qu'il faut savoir que, disons, c'était une minorité de colons français dans un monde autochtone où le rapport de force, où le nombre était en faveur des Premières Nations dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, il y a vraiment ce métissage, mettons, culturel qui est, disons, la thèse principale de mon livre. Et comme on le sait, il y a plusieurs études généalogiques qui ont déterminé que 3 quarts des Québécois, jusqu'à 3 quarts, là, 2 tiers à 3 quarts, ont au moins un ancêtre autochtone dans leur généalogie. Et ça, c'est, je pense, au bas mot. Et même, tu sais, il y a tous les sceptiques qui vont dire qu'il y a mettons, des études directes, c'est 1 à 2 % des gènes québécois sont Ah, man, autochtones. j'ai exactement cette question-là dans mes trucs. Fait que, écoute, ben, en fait, allons-y parce que c'est vraiment très près de ce que j'allais dire. Puis je m'excuse de couper la parole, mais je veux amener quelque chose que je voulais amener exactement en lien avec ça parce que dans mes intérêts, en fait, par rapport à notre histoire et l'aspect national du Québec, notre nation, et veux pas, au travers de ça, la question de l'indépendance, révolution tranquille, nationalisme. Moi, j'ai fait plusieurs différents projets, tu sais, sur ma chaîne YouTube et tout ça. Moi, j'ai tout le temps changé de projet, mais dans les premières années, moi, j'ai commencé en 2016 à faire du podcast long form puis des trucs comme ça. Puis de 2017 à 2018, mettons ces 2 années-là, j'étais plus axé sur l'aspect un peu plus nationalisme et tout ça. Puis j'avais reçu, entre autres, dans leur début de leur chaîne Nomos, Alexandre Cormier-Denis, j'imagine que tu sais c'est qui, avec Philippe Plamondon qui font Nomos TV, que les autres sont très, très nationalistes, tu sais, puis entre autres, ben, dans les sceptiques et les critiques, probablement que lui se trouverait dans cette catégorie-là par rapport à ce que tu allais amener. Fait qu'une des choses que j'avais noté que je voulais parler, parce que justement, il y a l'aspect métissage est très fort dans tes propos, tout ça. Fait que je vais tout de suite parler. Lui, dans le fond, il y avait, je pense, en octobre, peut-être septembre de l'année passée, 2023, il avait amené justement une couple d'études qui étaient sorties, ou une en tout cas principale qui était sortie récemment, comme de quoi que les Canadiens français de souche, mettons, ou les Métis, avaient créé une espèce de mythologie, tu sais, comme de quoi que, en fait, tout le monde dit qu'il y a un peu de mélange autochtone dans leur sang, tout ça, puis qu'on est très, très métissé comme population, mais lui, justement, il amenait le fait que selon des études, c'est pas vrai du tout et que je pense que tu allais dire ça, c'est genre 2%, 3, quelques pourcentages et que dans le fond, là, lui, l'affaire, c'est que
dans les différentes, la diaspora nationaliste. Et lui, il est plus nationaliste, même à la limite de l'ethnique, si on veut, et tout ça. Puis il y a une forte parole sur l'aspect ethnographique et démographique d'une nation, tu sais. Fait que lui, il disait dans le fond on se crée en fait un mythe, c'est ça, collectivement, et il utilise ça aussi par un autre angle pour dire que non, non, l'homme blanc européen a civilisé, bien sûr, le continent ici, et c'est pas nécessairement vrai qu'il y a une sagesse autochtone qui nous a inspirés fortement et qui a créé aussi un art moderne, si on veut. Parce qu'il y a cet angle-là aussi que je veux amener là-dedans qui est super intéressant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est gêné de parler de ces affaires-là. Moi, je trouve ça rationnel, je trouve ça intéressant comme discours, mais fait que je te laisse continuer là-dessus. Fait que les gens qui connaissent tu sais, Nomos TV, tout ça, tu sais, on peut, je pense, discuter de ces affaires-là, puis essayer d'avancer, puis de voir quels sont les points communs ou pas entre nos idées, puis de choquer les idées. Moi, c'est ce qui m'intéresse là-dessus. Fait que je te laisse bouncer où est-ce que tu t'en es avec ça, Marco. Ah ben absolument, puis c'est nécessaire d'avoir ces dialogues-là, ces débats. Tôt ou tard, il va falloir les avoir parce que la question identitaire québécoise est loin d'être résolue. Quand on demande aux gens c'est quoi être québécois, il n'y a pas grand réponse qui fait l'unanimité. Donc, c'est clair que dans le futur, il va falloir qu'on prenne le temps de regarder justement les différentes thèses sur la table. Euh, Moi, ce que je dirais, c'était, mettons, assez sceptique, c'est prenez le temps d'étudier l'histoire de la Nouvelle-France pour la comprendre. Pour ça, ben, mettons, mon livre est disons un point de départ, mais mon livre s'appuie sur plus de 200 ouvrages. Donc, il y a certainement l'embarras du choix pour pouvoir. Si on parle le rêve de Champlain de David Hackett Fisher, on parle des livres de Gilles Havard, on parle des travaux de Denis Delage, de W.J. Eccles. Il y a toutes sortes d'auteurs vraiment qui ont fait un travail fantastique, Richard White. Il faut comprendre le monde de la vallée du Saint-Laurent. C'était un carrefour culturel, la vallée du Saint-Laurent au 17e, 18e siècle, au temps de la Nouvelle-France. Donc, quand on comprend la configuration, disons, des établissements, quand on comprend que, quand je dis c'est un carrefour culturel, Québec, autour de Québec, tu as des Inuits, tu as des Wendat à partir de 1650. Trois-Rivières, tu as des Algonquins à Pointe-du-Lac, tu as des Abénakis à Wallinac et à Wallinac et Odanak. Autour de Montréal, tu as, mettons, on les appelle les Iroquois domiciliés à l'époque, Kanesatake ou Kanawagé, à Kwasasne, tu avais des Nipissing également, tu avais des Algonquins autour du lac des Deux-Montagnes. Autour de Montréal, là, même jusqu'à assez tard au 18e siècle, les Montréalais canadiens étaient minoritaires face aux Autochtones domiciliés. Tu as ces communautés-là qui se sont installées à partir de, mettons, de 1650. On parle des Wendat, mettons, pour les Abénakis, 1676. On parle des Iroquois domiciliés, on parle de 1667 après l'arrivée des Français dans la vallée du Saint-Laurent. Et donc, c'était ça le monde de la vallée du Saint-Laurent. C'était un carrefour culturel, un covoisinage, disons, entre des centres coloniaux et des communautés autochtones qui vivaient là, qui étaient pleinement autonomes. Oui, il y avait des présences des Sulpiciens qui étaient présents, des Jésuites qui assuraient, disons, un travail d'évangélisation, mais ils avaient une pleine autonomie d'administration de leurs mouvements, de leurs pratiques culturelles, spirituelles et tout. Ça, c'est une donnée que les gens ne connaissent pas. Les Autochtones domiciliés de la vallée du Saint-Laurent, si on fait un sondage, c'est probablement près de zéro le nombre de gens qui savent d'où ça vient, ce que c'était, ce que ça a eu comme impact. Quand on parle de ce va-et-vient qui existait dans la vallée du Saint-Laurent avec les nations des Grands Lacs, de l'arrière-pays, des délégations diplomatiques, militaires qui venaient, les coureurs de bois qui profitaient vers les Grands Lacs pour faire la traite des fourrures. Il y avait un va-et-vient constant. C'était des interactions quotidiennes. On était voisins. On allait autour de Montréal dans les mêmes églises, dans les mêmes services religieux. Les enfants allaient parfois dans les mêmes écoles. On se visitait dans les chaumières. Donc, il y a toutes sortes de points de contact qui étaient là. Et quand on comprend vraiment la scène, là, même avant de rentrer dans les données généalogiques, génétiques, il y a vraiment un portrait qui se révèle et qui n'a pas le choix disons, de changer, disons, la compréhension qu'on a de cette époque-là.
Si on vient, mettons, à la donnée là, du 1 à 2 de sang autochtone, ça, disons, personnellement, je pense que faut creuser la question encore davantage. Je pense qu'il ne faut pas se satisfaire de ce qui a été fait. Quand on parle des origines généalogiques, génétiques d'un peuple, ça se fait pas avec une ou deux études. Ça demande, c'est une sorte de chantier. D'ailleurs, Marcel Trudel, un des grands historiens québécois, avait proposé une sorte de chantier comme disons, projet à se donner pour pouvoir mettre au clair nos origines, nos racines profondes, identitaires. Euh, Si, mettons, une moyenne de 1 à 2 de sang autochtone coule dans les veines des Québécois, et je pense que ça va varier de région en région. Il y a des régions où il y avait un métissage beaucoup plus intime, beaucoup plus intense ou intensif. Euh, on regarde, mettons, là, si de 17e, 18e siècle, tu as des mariages mixtes, tu as des familles métisses, donc qui prennent forme. Si mettons, on recule ou on avance dans le temps plutôt, jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près une distance de 12 à 14 générations de cette époque-là. Ouais. Et quand on regarde, mettons, d'une génération à l'autre, évidemment, si j'ai un ancêtre qui remonte à 14 générations, l'impact de ces gènes sur les miens vont être beaucoup moins grandes que ceux de mes parents, par exemple. Parce que la proximité est beaucoup plus grande. Donc, quand on fait le calcul, c'est tout à fait normal qu'il y ait une majorité de Canadiens, puis je parle ici des Canadiens d'origine, les premiers Canadiens, qui avaient donc des ancêtres autochtones ou des parents autochtones. Ben, ces gens-là, si on va 14, mettons, les descendants de ces gens-là, 14 générations plus tard, s'il n'y a pas eu de nouvelles unions mixtes, disons, ben, c'est à ça que ça arrive, disons 1 ou 2. Donc, pour moi, le 1-2 de sang autochtone confirme cette réalité du temps de la Nouvelle-France qui était que les Canadiens dont étaient intimement métissés biologiquement et évidemment culturellement de manière encore plus importante, mais c'est pas sans, mettons, non significatif le métissage biologique. Donc, c'est tout à fait pour moi cohérent avec la paire de lunettes que j'ai. Et quand on regarde, ben, c'est ça, c'est trois quarts au moins des Canadiens, des Québécois plutôt, ont au moins un ancêtre autochtone. Et ça, ben, tu sais, les sceptiques, encore une fois, vont dire, ben, tu sais, ça sert à quoi d'avoir un ancêtre autochtone il y a 12-13 générations? Ben, à la place de vouloir, disons, diminuer l'importance de cet ancêtre-là, surtout quand c'est dans les premières générations fondatrices, disons, d'un peuple, ben, ça veut dire que c'est des anciennes familles métisses, fondamentalement. Donc, quand est-ce qu'une famille qui est au point de départ métisse, c'est-à-dire non, un Canadien qui fonde une famille avec une femme autochtone, quel moment dans le temps est-ce que cette famille devient blanche alors qu'au départ elle était métisse? C'est des bonnes questions à se poser. J'ai pas Mhm. nécessairement la réponse, mais je pense que de poser des questions, déjà, ça nous amène dans une certaine compréhension des choses. Donc, j'inviterais, moi, ces sceptiques-là, j'inviterais mettons, nos tenants de l'establishment, nos Gérard Bouchard, nos Éric Bédard, à aller creuser ces sujets-là, de l'autochtonie de notre histoire, de l'influence autochtone, du métissage culturel et biologique pour être capable de parler intelligemment de ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, ce serait ma réponse. Et mon livre, en terminant, mon livre fait la démonstration hors de tout doute, à partir de sources qui sont tout à fait disons, reconnu, établi, que ce monde franco-autochtone a bel et bien existé et que de ce monde franco-autochtone, la nation canadienne est née. Écoute, mon gars, c'est excellent en fait en passant comme réponse et tout ça. Là, c'est parce que dans ma tête, là, les fils se touchent, puis là, j'ai des choses que j'ai envie de dire, euh, mais je sais pas si c'est too much. Je peux-tu te lancer une coupe de diagonale, puis il y a probablement pas de questions là-dedans, mais je veux te lancer une coupe de réflexion, OK? Ouais. Euh, parce que, comment je dirais ça? Là, euh, comment je t'amènerais ça? Ça fera pas de sens, OK? Même pour les gens qui écoutent et tout ça, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont t'écouter pour le sujet, pour toi, qui me connaissent pas, tout ça. Mais tu sais, moi, je suis vraiment passionné et intéressé par la physique, la métaphysique et ce que je vois comme un changement de paradigme potentiel au niveau scientifique.
Au travers de tout ça, il y a des grosses questions où est-ce que personne pratiquement va au Québec, sauf quelques personnes qui sont étiquetées comme étant les pires complotistes, whatever, genre, mettons, genre Jacques Crèvecoeur. Euh, mais il y a des sujets qui sont vraiment intéressants et très avancés en termes de remise en question, de trucs très rigoureux scientifiquement. Et je lance ça, tu sais, puis je veux pas qu'on parle de tout ça, mais pour que les gens comprennent d'où moi j'arrive, puis dans quelle image j'incorpore ton récit, puis les choses dont on va parler après aussi aujourd'hui. Euh, m- Entre autres, il y a présentement, puis ça fait très longtemps depuis les années 1800, mais à chaque fois qu'il y a eu des pandémies, comme on a vécu dans les 4 dernières années, ce groupe-là a pris en importance et tout ça. Il y a des gens présentement qui défendent scientifiquement la notion, par exemple, que ce qu'on appelle des virus, des particules virales, qui sont comme des parasites cellulaires et tout ça, c'est une illusion, ça n'existe pas. Fait que c'est pour te donner une idée. Donc, tu sais, c'est pas dire que les gens sont pas malades, on n'est pas en négationnisme de maladies, de symptômes et tout ça, mais c'est une des choses présentement qui fait du sens dans la nouvelle compréhension de la physique unifiée entre le gravitationnel classique relativistique et la physique quantique, mettons, à l'état de la distance de Planck et du champ de la mousse du vacuum quantique. Tu sais. Il faut unifier ces deux physiques-là et au travers de ça, il y a la notion de l'éther, OK, qui est comme l'espèce de médium dans lequel on baigne et tout ça. Sans ça, la vie fait moins de sens au niveau scientifique. On va parler de réductionnisme matérialiste, mais j'amène ça pour dire qu'il y a des grosses remises en question au niveau scientifique sur des trucs qui semblent a priori évidents, admis et mesurables à 100% en termes de causalité. Mais lorsqu'on recule dans les papiers scientifiques des 100, 150 dernières années, puis on les analyse, moi, je ne fais pas tout ça moi-même, évidemment, je m'en remets à des gens qui font ça, qui passent leur temps là-dessus, puis qui nous présentent les résultats, puis qu'on regarde et tout ça. Effectivement, il y a matière à beaucoup de recherches là-dessus. Et une autre chose qui est en lien avec ça, puis c'est là que je m'en vais avec ça, c'est juste pour te donner une image, Marco, c'est la génétique. En fait, c'est que là, finalement, une autre chose qu'on se rend compte, c'est que il y a une transmission d'informations, OK, qu'on appelle l'héritage génétique, si on veut, entre les gens, mais l'ADN en tant que tel n'est pas une molécule non plus en tant que telle qui se transmet de façon matérielle, physique également. Et là, tout ça est lié avec l'aspect juridique et de pouvoir décider quand tu ferais des prélèvements génétiques, supposément que c'est ça qui nous a donné toute notre chronologie historique sur une longue marche évolutive vers aujourd'hui et qu'avec, quand on va faire des études, comme par exemple les études qui ont été, puis là je fais le lien avec ce dont on parlait juste avant, lorsqu'on fait des études qui sont purement basées sur les échantillons génétiques ou des choses comme ça ici, euh, les gens sont en train de découvrir qu'il y a d'énormes problèmes avec ça, en fait, et que ce qu'on a cru être comme une marque fiable de comprendre qu'avec un échantillon d'ADN, on peut retrouver une génétique précise d'un humain ou quelque chose comme ça, c'est pas si évident que ça. La génétique, finalement, fluctue, semble, je vais dire ça comme ça, fluctuer à chaque instant, à chaque moment, et ton code génétique à toi n'est pas le même partout dans ton corps au même moment, ni au jour X, puis au jour X plus 20 ans, ça fluctue aussi. Fait que tout ça pour te dire que moi, dans le fond, je regarde tout au travers de ces prismes-là ici. Et tu vois, pour moi, il y aurait des discussions intéressantes à avoir sur la méthodologie de l'étude en question qui va parler, mettons, de juste 1 à 2 % de génétique versus lorsqu'on va prendre des vrais euh, euh, livres avec des références puis orales, tu sais, puis de traduction orale de génération en génération, qui auraient des potentiels d'être quasiment finalement plus fiables en bout de ligne que ce qu'on considère comme la cime ultime de l'entreprise scientifique comme le domaine génétique. Excuse-moi, ça a été long, mais je voulais quand même te lancer ça pour que tu vois un peu, puis pour les gens aussi qui se posent des questions sur c'est quoi franc-maçon, pourquoi, c'est l'angle sur lequel moi je travaille. Donc moi, j'essaie de voir des choses dans un angle très large dans ce sens-là ici. Mais je veux finir ma grosse parenthèse avec te dire aussi que je pars un autre projet en même temps avec une autre chaîne, mais je vais mettre les vidéos sur cette chaîne-ci aussi, Franc-Maçon. Un projet d'obstinade, en fait. Donc, un projet de débat, mais que je renomme des obstinades parce qu'au Québec, tout le monde dit qu'on n'est pas capable de débattre comme il faut. Fait que je me dis, peut-être qu'on peut s'obstiner. Et j'invite des gens pour m'obstiner moi-même avec des gens pour le fun sur des sujets. Et je me demandais si dans un futur, il y avait des gens comme, mettons, Alexandre Cormier-Denis qui seraient intéressés à parler de ça. Est-ce que tu serais ouvert à
débattre peut-être de Oui, sujets. certainement, certainement, c'est nécessaire. Mhm. Bon, ben écoute, je vais garder ça dans mon petit calepin de notes personnelles, puis peut-être que dans les prochains mois, quelque chose comme ça, je te relancerai une ouverture là-dessus. Fait que Mhm. revenons à notre sujet principal. Écoute, qu'est-ce que tu penses, toi? Là, on parle de métissage beaucoup, puis dans tes recherches, on revient à ton livre, tu as beaucoup de sous-groupes, de différents clans métissés que tu mets de la valeur, en tout cas, à tout le moins dans tes écrits Facebook et puis ta table des matières. Donc, qu'est-ce que tu penses du terme canadien-français? Quand on parle aujourd'hui de la controverse autour des minorités versus l'immigration versus les Québécois dits de souche, entre guillemets, on a au travers des nationalismes plus à la Nomos TV, tout ça, le terme canadien-français qui est là ici. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce terme-là ici? Est-ce que tu trouves que c'est justifié ou est-ce que tu trouves que c'est un terme qui participe au troncage et t'as-tu brainstormé sur des termes différents qu'on pourrait utiliser pour parler des Québécois de souche dans ce sens-là? Ben, en fait, ben, le terme canadien-français, malheureusement, on s'est fait usurper le nom canadien. Donc, au Ouais. 19e siècle, fait qu'il a fallu un peu se revirer de bord. Je pense que mettons, pour définir le groupe ethnique auquel, disons, on appartient en tant que Québécois de souche, c'est le groupe ethnique des Canadiens français. OK. Et Canadiens français, disons, renvoie aussi ce fait français, ce fait ethnique à l'extérieur des frontières du Québec. Moi, un des causes, disons, des messages qui me tient à cœur, c'est aussi de rappeler aux Québécois qu'on a une famille continentale. On a des cousins en Acadie, on a des cousins dans chaque province, sont plus de 750 000, je pense, de Franco-Ontariens. Je regardais les chiffres, là, tu sais, je pense que c'est pas loin de 1 million, plus d'un million de Canadiens français à l'échelle du pays. Si on parle des États-Unis, il y a beaucoup de franco-américains. Certains ont perdu la connaissance de la langue, mais quand même mettons, leur généalogie demeure. Donc, pour moi, le terme canadien-français permet de se connecter à l'ensemble de la diaspora de la Franco-Amérique. Québécois de souche, disons, a une valeur, mais ça vient un peu nous refermer. Fait que, moi, il y a un terme, mettons, une certaine manière de le nommer, c'est les Canadiens français du Québec. Ça, pour moi, je trouve que c'est historiquement juste de nommer les choses comme ça. D'ailleurs, il y a aussi des enjeux juridiques. Je suis en lien avec un monsieur qui s'appelle Gilles Verrier qui travaille beaucoup sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est la définition plutôt légale ou juridique de Québécois? En 95, il y a eu des changements qui ont été apportés par Lucien Bouchard notamment, où on est venu un peu diluer la signification, dans le sens que moi, je suis loin d'être disons, un xénophobe, dans le sens que je crois que l'ouverture aux autres, c'est une qualité qui est belle et qui mérite d'être mise en valeur. Mais quand même, des ethnies, des groupes ethniques, ça existe. Si on va dans tous les pays de la planète, c'est généralement des choses qui sont tout à fait reconnues, évidentes et respectées. On dirait que juste en Occident ou au Canada, disons, l'ère woke, où on a honte de dire qu'on est des Québécois de souche, on appartient à un groupe ethnique. Ça, il faut le savoir. Faut aussi en être fier parce que c'est ça qu'on est. Et qui dit fierté ne dit pas nécessairement un sens de supériorité des autres, simplement un amour propre qui fait qu'on est capable de prendre soin de soi, d'être fier de soi. Puis c'est en prenant soin de nous-mêmes, en s'aimant nous-mêmes, qu'on va être capable d'aimer les autres. Donc, c'est pour moi un passage obligé. Alors, le terme canadien-français, disons, est chargé historiquement, c'est sûr, mais il renvoie quand même à une certaine vérité historique qui permet de nous situer Québécois à l'intérieur de la diaspora franco-nord-américaine et qui permet de faire le lien entre la Nouvelle-France et ce qu'on est devenu aujourd'hui. Donc, je dirais que je suis un peu à mi-chemin. Pour moi, c'est pas tant de vouloir se refermer dans cette identité ethnique, mais de quand même se reconnaître comme étant
comme étant des descendants de ces gens-là qui formaient un peuple en bonne et due forme. Ce peuple-là, il est né au temps de la Nouvelle-France. Puis dès le 18e siècle, ce peuple-là avait sa propre conscience nationale. Il savait que c'était un peuple qui était distinct des Français. Les Français le savaient très bien. Par exemple, une des citations préférées que j'ai, c'est le ministre de la Marine, Louis Philippot, en 1699. Il écrit une lettre aux lois Louis XIV. Et là, je la nomme de mémoire, mais il dit on ne doit pas considérer les Français sur un même pied que les Canadiens. Ou les Canadiens sur le même pied que les Français. C'est un tout autre esprit, d'autres manières, d'autres attitudes et une férocité insurmontable qu'ils ont par la fréquentation continuelle qu'ils ont avec les sauvages. Donc, c'est des choses qui étaient déjà remarquées dès le 18e siècle et de tenter de noyer le poisson, disons, de se dire qu'on est des citoyens du monde, que le mot québécois de souche, c'est des mots, ou canadien français, c'est des mots primitifs ou de dinosaures. Je m'oppose à ça parce que ça fait partie de notre identité profonde. Et comme tous les peuples de la planète, de savoir d'où on vient, de savoir qui étaient nos ancêtres, c'est pour moi une donnée fondamentale de ce que c'est que d'être un être humain achevé. Tellement content que tu aies amené ça, man, parce que c'est vraiment important. Puis tu vois, pour faire le lien avec la grosse parenthèse que je t'ai faite juste avant, tu sais, tu vois, ça, c'est quelque chose qui unit des gens comme toi, des gens comme Alexandre Cormier-Denis, puis des gens comme moi, qui, mettons, moi, on pourrait m'étiqueter comme dans les cons spirituels ou whatever. Tu sais, moi, je suis très, très science alternative et puis par rapport au mainstream, là, mais tu sais, qui finalement, pour moi, c'est la vraie science, tu sais. Mais je veux dire, au niveau, encore une fois, de la méthode scientifique, puis de la réalité, puis de regarder les vrais papiers scientifiques, la littérature, puis la compréhension de comment marche l'anatomie, puis la biologie, je veux dire, les plus grands penseurs modernes, afrocentristes, je veux dire, ils reconnaissent tous là, qu'il y a différentes, appellent ça ethnie ou appellent ça race. Il y a l'espèce humaine, puis on est différentes races ou différentes ethnies. Puis il y a des différences biologiques claires Mhm. Yeah. au niveau aussi biologique. Parce que là, l'ethnie, c'est culturel beaucoup. Tu sais, il y a l'aspect ethnique, il y a l'aspect géographique, il y a l'aspect nation, mais il y a l'aspect biologique qui est là aussi. Puis tu peux pas penser que c'est la même chose. Tu sais, un humain noir, c'est pas la même chose qu'un humain blanc, puis c'est pas la même chose qu'un Asiatique. On n'a pas le même métabolisme, on n'a pas les mêmes structures corporelles en termes de densité d'eau, de toutes sortes d'affaires comme ça ici. Fait que le fait par rapport à ce que tu disais, le monstre woke un peu qui font fi de ça, pour moi, c'est des propos qui sont totalement anti-scientifiques, en fait. Tu Ouais. sais, pourquoi est-ce que ici, en Amérique du Nord, au Québec, on devrait, mettons, s'effacer, s'oublier, comme tu disais tantôt, alors que, mettons, au Soudan, tu sais, est-ce qu'au Soudan, ces gens-là défendraient l'idée, ben là, il faut faire rentrer plein de gens pour la diversité et puis régionalisons au Soudan l'immigration blanche ou américaine et tout ça pour que les Soudanais s'ouvrent sur le monde et tout ça, tu sais, je pense pas, tu sais. Alors moi, je pense qu'on veut respecter chaque personne, chaque culture dans leurs entités, dans leur réalité. Pourquoi pas nous, tu sais, je comprends pas la raison, en Ouais. fait, pourquoi est-ce que nous, on devrait ne pas être fiers de qui on est et se C'est ça, ben, reconnaître il y a et se protéger à un certain niveau. Protéger ouais, notre patrimoine absolument. artistique, national et ethnique. Tout à fait. Puis c'est ça, ben, c'est qu'il y a ce virus idéologique woke, tu sais, qui est fondamentalement, moi, je considère qu'il est pathologique dans sa portée, même dans ses fondements. Moi, tu sais, je plaide mettons, quand on parle des différences, tu sais, des différences culturelles, des différences ethniques, ben, qu'on embrasse ces différences plutôt qu'on tente Les les effacer. éviter ou célébrons nos différences. Moi personnellement, tu sais, j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud. J'ai eu la chance de backpacker beaucoup. J'ai été marié à une Péruvienne. Puis je peux dire que mes expériences, tu sais, dans la culture péruvienne, et toutes ces différences que j'ai pu constater entre moi d'où je viens, mon background à moi, puis donc ces environnements culturels à Lima, ben, pour moi, c'est des différences qui étaient fascinantes à explorer, à expérimenter. C'est ce recul sur ma propre culture qui m'a même reconnecté avec mes propres racines, dans le sens que d'aller voir ailleurs, ça te permet
de comparer, ça te permet d'avoir une distance sur ta propre, tu sais, tes propres origines, ton propre environnement initial ou original. Et grâce à ces expériences culturelles, ben, je suis encore plus amoureux de ma culture aujourd'hui. Je suis encore plus fier d'où je viens. Parce que pour moi, ben, ce recul-là a été salutaire. Puis moi j'encourage à ce qu'on célèbre nos différences. Moi, si je vois débarquer mettons, un Indien d'Inde tu sais, qui débarque, ben, moi, j'ai goût de connaître c'est quoi tes secrets culinaires. Parle-moi de ton histoire, parle-moi de comment ça se passe, comment vous voyez la vie, comment vous voyez la mort en Inde, comment, tu sais, ces différences-là, de les mettre en commun, de se les partager, c'est riche, ça enrichit les conversations. Donc, nos différences, tu sais, disons, nos gouvernants travaillent fort à instrumentaliser les différences pour en faire des objets de division, tu sais. Mais moi, je pense on est capable, on est meilleur que ça. On est capable de revirer ça de bord, puis donc, de bien s'asseoir dans qui on est, dans notre identité, de se retrouver, de se retrouver dans notre essence, puis à partir de là, de pouvoir s'ouvrir à l'autre sans se sentir menacé, sans se sentir supérieur ou inférieur, de vraiment engager la conversation avec l'autre. Et ces conversations-là, moi, je pense qu'ils sont les plus belles, les plus fécondes, même pour pouvoir enrichir notre univers culturel. Donc, faut vraiment remettre ça à l'endroit parce que, disons, il y a beaucoup de forces à l'œuvre qui tentent d'instrumentaliser des dimensions de ce qu'on est pour exacerber les divisions. Et on sait que des sociétés divisées, ça fait pas les enfants forts. Donc, c'est beaucoup plus facile à gouverner sans qu'il y ait trop de résistance. Donc, pour moi, c'est ça, c'est de remettre ça à l'endroit. Mais c'est très cool ce que tu dis, tu sais, puis je résonne 100% avec ça aussi, le fait d'avoir l'espoir, puis la vision, puis la compréhension qu'on est capable de le faire. Tu sais, moi, je le vois aussi. Je pense qu'il y a une question de temps, par exemple. Il y a clairement un étau. Tu sais, il y a une question de temps qui, à un moment donné, l'espoir ça va être dur. Il y a des chiffres, là, tu sais. Fait que, à un moment donné, ça va être dur, juste en termes de chiffres, de pouvoir renverser la vapeur, comme tu dis. Mais présentement, on a le temps, mais le temps va commencer à presser. Mais Écoute, si tu me permets, Gab, c'est que, ben, tu sais, quand on parle des. Oui, on va le faire, mais je vais cliquer. On va recliquer. OK. Fait que juste avant que ça coupe, Marco, juste pour que les gens sachent, là, je fais du montage. Je sais pas si ça va l'air bizarre un peu, mais je suis en version gratuite de Zoom ici. Fait que je raboute des bouts de 40 minutes ensemble. Fait que on parlait j'avais parlé un petit peu du temps Ouais, potentiellement qui pouvait peut-être presser. Puis là, tu allais rajouter quelque chose. Fait que vas-y, ouais. Marco. C'est sûr que, tu sais, mettons, tu sais, tout est dans le dosage, hein, tu sais, même mettons, des aliments de la meilleure qualité, si on en abuse, ça devient un poison. Tu sais. Donc, le poison est dans le dosage. Tu sais, l'immigration, tu sais, ça a façonné l'histoire, notre histoire nationale aussi. Donc, tu sais, loin de moi l'idée de vouloir démoniser le phénomène. Je pense que quand c'est bien fait, quand c'est fait avec conscience, c'est quelque chose qui peut vraiment enrichir une société. Mais c'est sûr qu'une société ou un peuple souverain va avoir un contrôle sur mettons, l'influx de nouveaux arrivants. Et je pense que ça s'impose de jouer sur les différents paramètres. Mais ceci dit, dans le J'en cadre profite juste, actuel, mini mention, Marco, pour que les gens savent, on est le 1er février au moment d'enregistrer ce podcast. Et puis, je pense qu'il y a 2 jours, il y a eu à Radio Cannes avec Patrice Roy un débat sur l'immigration, justement avec les 4 chefs des partis d'opposition, sauf la CAQ. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais OK, c'est très intéressant d'écouter ça pour ceux qui s'intéressent justement à la question de l'immigration et tout ça. Fait que, excuse-moi, j'aurais pensé que tu avais peut-être écouté, mais pour que les gens aient une idée du temps dans lequel on est ici, là, fait que je te laisse poursuivre. parfait, c'est ça. Puis, tu sais, on sait, il y a le Century Initiative Ouais. qui avait coulé il y a un an peut-être. Tu sais, il y a des groupes de pression, il y a une sorte de lobby puissant au Canada qui veut faire du Canada, d'ici 2100, le premier pays post-national au monde avec 100 millions de population par la voie de l'immigration. Tu sais. Ça, Ouais. c'est un suicide national. Tu sais. Autant les Anglos que les Franco on ne peut pas être d'accord avec ça. C'est un suicide pour le pays qu'on forme ensemble.
Ceci dit, oui, il y a, disons, un influx d'immigration tu sais, qui nous permet ou qui nous tend qui nous pousse à craindre, disons, le futur. Mais moi, je pense vraiment que la meilleure ligne de défense qu'on peut avoir, la meilleure façon de se comporter, nous, la meilleure disposition à avoir, si on parle ici des Québécois, tu sais, pleinement attachés à leur pays, ben, c'est de savoir qui on est, de connaître notre histoire, de s'approprier notre culture, d'être au clair avec ce qu'on est, puis de le vivre, puis en bon français, to own it, tu sais, de posséder nos origines, notre patrimoine culturel. Et c'est de cette manière-là qu'on peut assurer, disons, une sorte de possibilité d'intégration des nouveaux arrivants, une intégration qui soit harmonieuse. Les immigrants qui arrivent, d'ailleurs, j'ai eu un commentaire dans mes publications dernièrement où quelqu'un visiblement, mettons, arabe ou maghrébin, qui disait, tu sais, bravo, ce que tu fais de cette réappropriation de la mémoire, parce que nous, à nouveau arrivants, on veut la connaître, votre histoire, puis on veut connaître vos personnages fondateurs. Si vous ne les connaissez pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment est-ce qu'on peut s'intégrer à un peuple qui se connaît même pas lui-même, qui est pas fier de sa culture, qui a perdu ses traditions, qui sait pas qui sont ses ancêtres, qui sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Ben, c'est la recette parfaite pour se dissoudre dans le temps de le dire. Je veux dire, on va se McDonaldiser, on va se diluer à vue d'œil, mais si on est fier, si on a une histoire à raconter à ces nouveaux arrivants, puis on leur dit, hey, bienvenue au Québec, voici ce qu'on est, voici ce qui s'est passé ici, d'où on vient, voici ce qu'on aime, voici ce qu'on fait, voici nos chansons, voici nos danses, voici nos pièces, nos grands penseurs, tu sais, nos Serge Bouchard de ce monde qui nous ont inspirés pendant leur vie, tu sais. C'est comme ça qu'on va leur donner envie de s'intégrer à la société québécoise. Donc, je pense que oui, les chiffres jouent contre nous, entre guillemets, à court terme. La game n'est pas finie, mais je pense que la meilleure réponse qu'on peut offrir, nous, c'est de se consolider dans notre identité profonde et de pouvoir offrir aux nouveaux arrivants un vrai objet d'inspiration qui va leur donner envie de s'intégrer à notre société. 100 000 d'accord avec toi, man. Puis, fait que c'est ça que je trouve trippant dans ma démarche personnelle au travers de gens comme toi et tout ça. Moi, le filon que je vois qui unit les différentes factions nationalistes et dans d'autres domaines aussi, c'est la méthode scientifique. Et pour moi, ce qui est différent de la science, mais quand tu suis la méthode, ce que tu dis s'enligne avec les propos les plus factuels de les gens comme Denis, mais aussi comme d'autres gens qui sont de la gauche vraiment, tu sais, mais qui sont pas peut-être, comme tu disais, infectés par le virus woke qui va à l'encontre de la science, mais qui sont très, très sociales, très, très, très pro-communauté, très, très, très anticapitalistes, radicaux et tout ça. Tous ces gens-là, pour moi, il y a un filon qui suit le tout, duquel va pouvoir émerger une société mieux construite avec les lois de l'univers là-dessus. Puis j'irais même plus loin dans ce que tu dis parce que, évidemment, toi, ta mission, c'est ben, tu prêchais pour ta mission finalement, parce que toi, ta propre mission, c'est de créer un nouveau récit national, ou pas un nouveau, mais une nouvelle compréhension finalement du vrai seul récit national qui a été un peu oublié et tout ça. Mais moi, je dirais que oui, il faut l'incorporer, tout ça, mais ce faisant, OK, lorsque on. Je te partage encore ma loupe au niveau plus physique et tout ça, comprenant que l'humain a un champ biologique autour de lui qui est en fait l'expression de ces énergies enlignées. Tu sais, je veux dire, tu sais, quand on parle d'enlignement énergétique, de chakra, de kundalini, tout ça, c'est juste de la bioélectricité. Tu sais, les gens vont voir ça comme quelque chose qui est pseudo-scientifique et puis qui est wou, et puis qu'on ne va pas toucher à ça, mais c'est juste de la bioélectricité au niveau mesurable. C'est tout mesurable. Et au niveau, lorsqu'on on transforme ses idées, donc lorsqu'on incorpore son propre récit, qu'on fait le lien avec ses ancêtres, il y a un lien physique avec ses ancêtres qui part dans finalement le champ morphogénétique de ton ADN. Et lorsque tu incorpores ça socialement, donc lorsque les gens incorporent ça ensemble, il se crée une bulle, mais qui est mesurable, OK? Mais ça prend Mhm. des instruments pour le faire, mais qui est
techniquement mesurable, considérant qu'on ait les bons instruments qui vont venir. Là, on peut le faire au niveau individuel ou avec des petits groupes de deux personnes, mais on pourra le faire socialement, c'est sûr. La bulle est une espèce de vibration, en fait, dans lesquelles elle impose par elle-même la culture au sens énergétique aux nouveaux arrivants. Présentement, on est décohérent, en fait, en termes vibratoires au Québec, en Occident, mais tu sais, au Québec, c'est particulier, là, le niveau de décohérence par rapport à qui nous sommes réellement. Et donc, en créant ce récit-là, en le vivant, on va créer une nouvelle énergie, une vibration, en fait, mais réelle. C'est une vibration, ça existe, c'est une fréquence qui s'impose, donc qui crée une charge et qui crée une assise énergétique sur laquelle on se comprend sans même se parler. Donc, c'est de là l'idée que le corps humain est finalement la chose la plus performante qui existe lorsqu'on l'analyse de la bonne façon. Mais il faut qu'on puisse avoir l'ouverture et la rigueur intellectuelle et d'adopter la méthode scientifique pour mesurer ces choses-là et comprendre que ces changements-là vont aussi avoir un impact épigénétique, c'est-à-dire que quand tantôt je te disais que la génétique est quelque chose finalement de peut-être potentiellement très fluide, mais l'épigénétique, finalement, c'est ce qui est autour des gènes, c'est ça qui forme les gènes, c'est l'environnement finalement qui crée les conditions pour que la génétique et finalement l'expression physique, biologique et ultimement culturelle et politique s'exprime. Donc, fait que moi, je trouve ça vraiment trippant de parler avec quelqu'un comme toi parce que, tu sais, moi, je vois un filon, puis dans lequel, en tout cas, j'aspire à ce qu'il y ait ce projet-là prenne forme, que tu incorpores. Et s'il faut, en tout cas, aussi, il y a de la place, moi, je compte me in, comme on dirait en bon québécois. Moi, je voudrais vraiment faire partie de ça, puis, tu sais, apporter en tout cas à un certain niveau, cette idée-là de transcender le modèle matérialiste actuel pour qu'on puisse apporter ça. Puis, dans le temps qui nous restera, je voudrais qu'on aborde aussi la question autochtone en lien avec ça aussi après. Mais juste avant, écoute, tu sais, on arrive pratiquement déjà à faire le dernier stretch et tout ça. Il y avait tellement de choses que je voulais aborder avec toi, mais je suis tellement content des gros morceaux qu'on a fait. Si ça te va pour à peu près 20 minutes, quelque chose comme ça, es-tu dans avec ça? C'est bon? OK. Je voudrais, avant qu'on aille vers un dernier 10 minutes, mettons, sur ma série un petit peu, puis tout ça, l'aspect autochtone, un aspect chronologique pour le fun, plus littéraire par rapport à ton livre et tout ça. Tu as parlé tantôt de certains événements, en fait, tu les as nommés, mais euh, j'aimerais revenir, lequel je vais prendre. Je vais prendre ça ici. Je vais te nommer, mettons, dans la chronologie des événements, certains trucs que tu as notés dans ta table des matières, puis peut-être un peu, si s'il y a des idées qui te viennent en tête par rapport à ça, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu as trouvé sur ces événements-là, mais un peu style question rapide, là, tu sais, pour voir un genre de portrait de la chronologie de certains événements marquants que moi, je ne connais pas, que tu as nommé, puis que je ne sais pas trop ce que ça représente. Fait que tu as parlé en premier de la tabagie de Tadoussac. Fait que, mettons, tu sais, juste en quelques phrases, ça c'était quoi en fait, puis c'était à peu près quand, mettons? C'est le 27 mai 1603, la grande tabagie de Tadoussac. C'est le moment fondateur de la Nouvelle-France telle qu'elle s'est déployée au 17e, 18e siècle. En fait, peut-être le moment est le bon parce que je vais mettre en place les grands facteurs qui ont mené à l'Alliance franco-autochtone parce que moi, je le vois là, constamment, là, tu sais, les idées reçues avec lesquelles les gens fonctionnent, c'est toute l'histoire coloniale des Amériques l'histoire coloniale à l'échelle de la planète, c'est des histoires de confrontation, de dépossession territoriale, de génocide culturel. Ouais, C'est juste une litanie de crimes, de cruauté, de violence et tous les Blancs doivent se flageller jusqu'à la fin des temps. exact. C'est une vision qui est pas fausse parce que pour bien des trames, ça a été le cas, mais c'est une vision qui manque le bateau pour certaines des trajectoires coloniales et particulièrement pour celle de la Nouvelle-France. Donc, Laisse-moi, juste en même temps, pour placer un petit pion sur lequel on va revenir juste après. Tu sais, ma série, moi, que j'ai intitulée Le Québec en quarantaine, nous autres, on a commencé, moi, j'ai fait tout un recul historique, puis j'ai ramené ça avec mes trois invités chronologiquement jusqu'à à peu près aujourd'hui. Mais nous autres, on commençait à peu près en 1700 ou 1700 quelques au niveau de la fondation des États-Unis. Nous autres, on s'était focusé autour de ça ici. Fait que tout le 15e siècle, puis justement, les choses qui ont mené
à cette colonisation-là, locale ici au Canada et tout ça. On a moins touché ça, fait que c'est exactement à propos que tu fasses ça. Parfait. Donc, ben, nous, c'est, tu sais, l'histoire de la Nouvelle-France, elle commence au 16e siècle.